L'accrochage côte à côte, actuellement proposé par le Centre Pompidou, fait entrer dans le cerveau de Matisse plus encore que dans son atelier. Il est révélateur du travail de simplification à l'œuvre dans ce processus créatif qui tend volontiers vers l'épure et s'éloigne de la figuration. Mais épuration se confond-elle avec abstraction ? La question mérite d'être abordée, sachant que Matisse s'est toujours défendu d'être un abstrait, mais que les artistes de l'école de New York se sont réclamés de lui. Ces derniers nous rappellent que l'abstraction est négation de la mimésis. C'est une peinture sans objet qui exprime une urgence intérieure, émotions, sentiments, valeurs humaines ou spirituelles, et qui s'apparente davantage à la musique ou à la philosophie qu'à la peinture traditionnelle. Et quand l'humain usurpe la place du monde, cela se traduit picturalement par un total affranchissement de la couleur et de la ligne. N'est-ce pas ce qui caractérise la porte-fenêtre à Collioure que l'on confondrait aisément avec un Rothko ou un Zao? Nous sommes en 1914. L'abstraction vient de naître à Munich avec une aquarelle de Kandinsky. Matisse est dans le Midi, avec pour seule compagnie le virtuose du cubisme, Juan Gris. Il souffre d'un syndrome dépressif profond, majoré par la déclaration de guerre qui le coupe de sa famille, établie dans le nord au Cateau-Cambrésis. À son corps défendant, il n'est pas mobilisé. Il est donc confronté à une tragédie de l'histoire, à la solitude, à l'inaction, comme le seront les expressionnistes abstraits américains des années 40. Et il traduit cet abîme intérieur dans une saisissante fenêtre qui s'ouvre sur le noir absolu. La toile est d'un rare dépouillement. Ni l'intérieur ni l'extérieur ne sont perceptibles. Le langage pictural est minimaliste. De grands aplats noirs, délimités verticalement par 3 tons de vert, occupent la totalité de la toile, soit un peu plus d'1 mètre carré. Et pourtant, ce n'est pas une abstraction pure. On reconnaît dans les bandes colorées des volets, dans les stries horizontales leurs ouvertures, et dans le décrochage de la ligne du bas, une ébauche de seuil et de tridimensionnalité. Reconnaissance qu'il est impossible de faire devant le Rothko sans titre de 57, strictement cérébral. La porte-fenêtre de 14 se situe donc aux limites de la figuration, où la représentation se noie dans la suggestion. Matisse donne de moins en moins à voir et de plus en plus à comprendre. Pour considérer le chemin parcouru depuis la période fauve, il suffit de se souvenir de la porte-fenêtre de 1905, véritable mise en abîme de l'imitation du réel, proche de la saturation visuelle, puisqu'elle oblige à voir la toile elle-même, les peintures dans la peinture et le reflet de Collioure dans la vitre. Le primat de la technique par rapport au sujet se lit dans tous les chefs-d'œuvre avant-gardistes de Matisse, de la danse de 1909 au gouache découpé des années 50. Tous ont en commun l'art de réduire le dessin à un schéma, de limiter au maximum la perspective et de découper des volumes dans la couleur. Considérons la danse et la musique. Ces 2 panneaux décoratifs commandés par Sergueï Tchoukine pour son hôtel particulier moscovite. Ici, de simples silhouettes rouges se détachent sur des zones colorées en aplats vert et bleu. Ici, la perspective est pour ainsi dire absente
et les ombres inexistantes. Et cependant, il y a du volume que suggère un faisceau de lignes. Voyez plutôt l'arabesque des bras qui relient les danseurs et la courbe de leurs pieds. Ce sont elles qui créent la profondeur. Ce travail sur les rapports, composition, couleurs, lignes, touches, permet à Matisse d'aller à l'essentiel. En l'occurrence, de dire la musique par le mouvement. Et l'on sait que cette quête harmonique va occuper prioritairement les maîtres de l'abstraction. Kandinsky, Klee, Motherwell. Avec l'Atelier rouge, 1911, Matisse s'attaque au problème de l'expression volumétrique. C'est une surface monochrome où le dessin est non seulement linéaire, mais encore en négatif, jaune-orangé et non noir sur fond rouge. Les objets bidimensionnels sont quasi fantomatiques, réduits à leur contour. Quant à la perspective, elle est suggérée par une ligne au sol et par les tableaux et les sculptures parfaitement reconnaissables dans le répertoire de l'artiste. On pense au paysage abstrait de Kooning, à sa quête de l'apesanteur, à ses formes plates qui donnent l'idée d'un volume. Sur cette voie de l'extrême simplification, venons-en aux vues de Notre-Dame. En 1902, l'architecture se réduit à des formes géométriques et la palette à 2 couleurs. Comble de l'économie de moyens que l'on retrouvera en 1955 dans la cathédrale de Nicolas de Staël, dont l'imposante silhouette blanche se détache sur un fond bleu nuit. Et en 1914, suprême audace, le fond a pris la place du motif. Il faut un moment d'attention pour dépasser la stupeur et comprendre ce qui est représenté. Au premier plan, du bleu et quelques lignes noires suffisent à évoquer le paysage urbain. Les bords de Seine et le pont Saint-Michel, vus depuis l'atelier du peintre, dont on devine à droite le cadre de la fenêtre. En somme, le décor habituel chez Matisse. Au fond, l'épure de Notre-Dame. 2 admirables blocs, fruits d'une cérébralisation de ce qui a été vu. Matisse donne à voir l'idée qu'il se fait de Notre-Dame. Devant ce chef-d'œuvre, on parlerait volontiers de figuration abstraite ou d'abstraction figurative, comme on le fera pour Nicolas de Staël, lui aussi ni tout à fait abstrait, ni tout à fait figuratif. Ces oxymores rendent compte du travail si singulier de Matisse, mais aussi de l'effort qu'il demande à son public. Car en joueur d'échecs chevronné, il engage avec lui une partie qui dérange ses habitudes visuelles. 2 exemples de lecture brouillée du tableau. Poisson rouge et palette de l'automne 14 et la leçon de piano du Boma. Poisson rouge et palette représentent l'atelier parisien du peintre. Mais ici, pas de paysage urbain. La fenêtre est opaque, comme pour respecter un couvre-feu. Et à droite, un mystérieux entrelac de lignes qui réclame la collaboration de la raison et de la vue pour être démêlée. Si la palette du peintre est immédiatement compréhensible, l'autoportrait, en revanche, ne se dessine que peu à partir du pouce engagé dans la palette et de la composition rouge-brun, très influencée par le cubisme naissant.
Cette toile, bien que figurative, dit à nouveau l'indicible. L'angoisse de l'homme, confronté à la folie de la guerre, et celle de l'artiste, contemporain d'une révolution formelle pour laquelle il n'est peut-être pas fait. Elle annonce sans embâge l'autoportrait de Motherwell, réalisé en 1943, à partir de collages à la manière de Matisse. Un mystère plane aussi sur la leçon de piano, dépouillée de tout détail superflu. Pourquoi tous ces triangles ? Il n'est pas évident, au premier coup d'œil, que cette composition ait pour thème l'angoisse du temps qui passe, thème abstrait s'il en est. Mais si l'on s'attarde sur la diagonale, le long de laquelle sont alignés une bougie allumée et le métronome, on comprend le sujet. Et si l'on accorde toute son importance à la figure dominante, le triangle, on comprend que l'ombre jetée sur le visage du petit Pierre et sur le gazon du jardin représente la menace de l'érosion. Gustave Moreau n'avait-il pas dit au jeune Matisse, élève dans son atelier, « Vous allez simplifier la peinture ». Et en effet, lorsqu'il se détourne des compositions chargées, il réalise la prophétie de son maître. Cette simplification passe par un travail sur le langage pictural, sur la manière de représenter des urgences intérieures sans les extraire du monde. Ainsi, devant ces toiles, il faut d'abord se demander comment c'est fait avant de s'inquiéter de savoir ce qui est peint. Cette recherche a passionné l'Amérique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et a ouvert la voie à l'expressionnisme abstrait.